Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision où il sera question de syndics élus et puis il y aura également une large page sportive cette semaine, rugby et football, mais pas seulement puisque nous vous emmènerons à la découverte d'autres disciplines. On débute cette édition donc avec les élections dans les communes du district, les élections à la syndicature. Presque tous les syndics du district sont en fait connus, 46 sur les 47 communes. Il n'y a qu'à Arzier-le-Muy qu'une élection aura lieu. 3 candidats briguent le siège de syndic. Partout ailleurs, c'est donc tacitement que les syndics ont été élus et c'est le cas à Nyon. Bienvenue à vous, Daniel Rosla. Vous êtes le syndic actuel et futur donc de Nyon. Vous allez rester à la tête de la ville pour la prochaine législature. On imagine votre satisfaction? Bah oui, c'est un souci de plus en moins, je dirais. Non, je suis satisfait vu le score du premier tour et vu la position des élus à la municipalité. Je ne doutais pas que ça serait une élection tacite. Alors le centre droit vous a quand même déroulé un tapis rouge en revendiquant justement pas la syndicature. Bon, je pense que c'est de la lucidité. Disons qu'on n'a jamais gagné d'avance, mais je pense que dans la configuration actuelle, c'était quand même assez logique. Je salue l'élégance du geste quand même. Alors la donne a comme un tout petit peu changé puisque vous allez devoir mener une municipalité qui désormais est majoritaire à droite. Comment est-ce que vous appréhendez la situation ? En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que dans une municipalité d'une ville de la taille de Nyon, il y a les sensibilités politiques et partisanes, mais il y a aussi les sensibilités personnelles des gens par rapport à tout plein de dossiers. Et qu'on est rarement dans une logique partisane. La force d'une municipalité, c'est plus les personnalités et les compétences des gens. Donc le cas de figure de vraiment une situation dogmatique gauche-droite est assez rare en municipalité. Ça pourra se présenter sur certains dossiers. Il y a des enjeux majeurs pour la ville sur lesquels il peut y avoir des divergences. Mais mon rôle, ça va être justement de faire en sorte qu'il y ait une convergence des efforts et puis qu'il y ait du respect dans les divergences. Alors le centre droit qui s'est également renforcé au conseil communal, est-ce que vous ne craignez pas quand même de vous retrouver un peu minorisé à plusieurs reprises au cours de la prochaine législature? Non, je ne pense pas, parce que d'abord, la modification, c'est un siège. Donc la différence gauche-droite, elle n'a pas vraiment beaucoup changé. Par contre, la composition actuelle de la municipalité fait qu'il y a des liens avec le Conseil qui seront bien meilleurs que lors de la précédente législature, de la législature actuelle. Ça veut dire qu'il y a plus de 70 conseillers qui ont un relais à la municipalité et inversement. Je suis assez proche des Verts, ça veut dire que je vais quand même avoir quelques contacts aussi avec eux. Donc on peut dire qu'il y aura certainement des meilleurs relais entre l'équipe municipale et le conseil communal. Est-ce que vous avez déjà discuté avec vos futurs collègues de la municipalité quant à la répartition des dicastères, par exemple? Alors la répartition des dicastères va se faire début juin. Je vais avoir des discussions avec tous les municipaux pour essayer de trouver la manière la plus harmonieuse possible de répartir les responsabilités en tenant compte aussi des compétences et des aspirations des uns et des autres. Dans les grandes lignes, quel projet, quel dossier important pour cette législature à venir? Alors la composition de la municipalité change, mais les besoins et les problèmes demeurent. On a 2 enjeux majeurs pour la ville, c'est la mobilité et le logement. On peut avoir des recettes différentes, mais l'enjeu reste le même. Et puis on a quelques investissements importants pour accompagner le développement démographique de la ville. Il y a le complexe sportif de Colovray qui devra se faire. Il y a l'enterrement du parking de Perton. Pour moi, c'est un projet vraiment très important. Puis il y a 2 autres projets qui seront importants aussi pour l'identité de la ville. Je pense notamment à l'extension du musée du Léman ou à la mise en valeur de l'amphithéâtre. Ça paraît peut-être pas urgent, peut-être pas prioritaire pour certains, mais ça participe à l'identité de la ville. Et puis un mot encore sur le conseil régional, parce qu'il pourrait y avoir du changement à la tête de Région Nyon. Est-ce que c'est un mandat que vous aimeriez occuper, présider Région Nyon? Alors j'ai la chance d'être vice-président et c'est un poste qui me convient très bien. Il faut préciser qu'en France ou dans d'autres pays, il est habituel que ce soit le maire de la plus grande commune d'une région qui préside. Il se trouve que ça ne fait pas vraiment partie des habitudes en terre helvétique
où on a un peu peur d'un pouvoir qui se concentre. Et je pense que Nyon, de par sa position, avec le nombre d'habitants, avec le poids financier aussi dans le budget du conseil régional, je pense qu'il est préférable que ce soit un syndic ou un membre d'une municipalité d'une autre commune qui assume la présidence de son conseil régional. Et je resterai très volontiers dans cette position agréable de vice-président. Donc ce ne sera pas vous le futur nouveau président? Je pense que ce n'est pas l'objectif de la recherche d'un dynamisme et d'une bonne représentativité du conseil communal. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Bon, je ne saurais vous laisser partir de ce plateau sans vous poser quand même la question. Paléo dévoile sa programmation la semaine prochaine. À part Muse et les Insus, il y aura qui alors? Vous nous dites rien? Alors, bien sûr que je dois savoir tenir ma langue, même si parfois on me reproche d'être un peu indiscipliné. Il n'y a pas de décalage horaire là. De ce côté-là, il n'y a pas de décalage horaire. Non, on aura une très belle programmation, je suis très content. Ça ne sera pas une édition au rabais, ce n'est pas une édition gueule de bois après la 40e. Non, ça sera une très belle édition. Bon, rendez-vous mercredi prochain. Et on saura tout sur la programmation de la prochaine édition du Paléo Festival. Merci Daniel Rosla d'être venu en parler sur ce plateau. Alors on l'a dit, 46 syndics sur les 47 communes du district de Nyon ont déjà été élus tacitement. C'est le cas également à Gland. Donc, bienvenue à vous, Gérald Cretonnier, syndic actuel donc, et futur de la ville de Gland. Finalement, ce n'est pas vraiment une surprise de vous voir réélu à cette place, puisque on va dire que les résultats des élections laissaient quand même présager cela. Alors c'est vrai que l'élection au premier tour est toujours intéressante si l'on veut pouvoir conserver sa place de syndic. Et là, je dirais certainement que la droite qui aurait peut-être pu présenter un candidat ne l'a pas fait. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve pour ces 5 prochaines années. Je dirais que le GDG est même ressorti renforcé finalement de ces élections. 4 élus de plus au conseil communal. C'est le statu quo au niveau de la municipalité, mais il y a de quoi pouvoir gouverner sereinement? Alors je pense que quand on parle du statu quo au niveau de la municipalité, il faut quand même dire que nous sommes 4 sur 7 et que je pense que d'aller au-delà, cela commence à poser un problème. On pourrait se retrouver dans une situation avec des oppositions en série. Et donc, ce n'est pas intéressant pour le ménage politique glandois. Concernant le conseil communal, alors c'est vrai que l'affaiblissement de la gauche, il faut quand même le noter, est important et que les places se sont réparties finalement entre les 3 partis restants. Donc, ça vous laisse augurer d'une législature assez tranquille, assez sereine pour faire passer vos idées, vos projets? Alors j'espère simplement que cette législature puisse continuer, comme elle a été d'ailleurs la législature précédente, avec des débats intéressants, qui parfois sont difficiles. On a eu quand même 2 référendums relativement dernièrement, mais je crois malgré tout que nous avons une entente dans le cadre du conseil communal qui permet quand même d'arriver à des projets cohérents. Alors dans les grandes lignes, quels projets, quels dossiers importants vous viennent à l'esprit pour cette prochaine législature? Alors, je pense qu'on a deux, trois projets qui sont vraiment importants. Bon, la première chose à dire, c'est quand même que la pression démographique demeure. On a pensé avec la conjoncture qu'il pourrait y avoir une baisse. Actuellement, ce n'est en tout cas pas le cas. Ce qui veut dire également qu'on doit s'apprêter à accueillir des habitants de plus, étant donné que nous sommes dans une région autour d'une gare avec une sortie d'autoroutière, etc. Donc un centre finalement par rapport à la région. Et de ce côté-là, un gros chantier qui se prévoit, c'est celui de la gare, puisque bon, il a déjà commencé, il est lancé sur les infrastructures. Par contre, il y a une partie quand même logement qui va également arriver. Nous avons également le quartier de la Combat, qui est un quartier qui est quand même important, de taille à peu près semblable à celui d'Iconot. Donc c'est un quartier important. Je dirais que 2 choses encore qu'il faut aussi, que nous devrons régler, c'est d'une part la question de la circulation, avec en particulier tout ce qui tourne autour de la jonction autoroutière, où nous espérons avoir des mesures à court terme qui puissent effectivement maintenant se mettre en place. Et puis d'autre part, on a toujours cet accès horrible du lac. On se retrouve être une commune qui, par nature, ou dans l'historique, s'est retrouvée un petit peu éloignée du lac. Et aujourd'hui, on le paye un petit peu avec ce manque d'accès à l'eau. Et nous allons faire un effort pour trouver encore des solutions, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans le domaine juridique aujourd'hui.
Et puis le conseil régional, vous sembliez dire que vous étiez prêt à lâcher quelques mandats. Est-ce que vous présiderez toujours Région Nyon ? Alors, ça, je devrais ouvrir les paris concernant les questions des cascades, parce que c'est vraiment très drôle aujourd'hui. Je vais simplement dire la chose suivante, c'est ce que j'ai d'ailleurs dit au départ, qui a été un petit peu déformé par la presse, c'est que j'ai dit simplement que je ne briguerais pas une place de présidence au niveau du Conseil régional. Ça ne veut pas dire que je la refuserai, ça veut dire simplement que j'espère qu'il y aura aussi des candidats potentiels qui puissent se présenter. En tout cas, ce ne sera pas Daniel Rossella, on l'a entendu. Effectivement, mais je pense que c'est important de pouvoir le dire. Ce qui va se passer, c'est qu'on a un conseil, un comité directeur qui risque de laisser beaucoup de place libre pour de nouveaux candidats. Donc, dans une configuration telle que celle-ci, c'est vrai que la recherche sera importante, mais aussi peut-être délicate. Dans les faits, par rapport au conseil régional, le DISREN, ce fameux DISREN, dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est bon, il est sous toi maintenant? Alors, je dirais simplement, jusqu'à maintenant, nous avons mis en place l'outil. L'outil maintenant est en place, c'est-à-dire qu'il pourra commencer à déployer ses effets depuis le mois de juillet prochain. Reste que c'est un outil très expérimental. Donc, à nous maintenant de trouver la façon de le valoriser, de pouvoir, le cas échéant, lui apporter les corrections nécessaires s'il le faut. Mais je pense que c'est une première vaudoise. Cela montre aussi une région qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de résoudre les problèmes. Et je pense que c'est tout gain pour la région. Merci Gérald Crotteny. Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'ici quelques instants encore du mérite sportif glandois. Gland a récemment honoré ses sportifs les plus méritants. Victoria Monod, qui pratique le golf, a été récompensée dans la catégorie féminine. Les seniors 40+, du FC Gland, champions vaudois, ont reçu le prix d'équipe de l'année. Et puis sur ce plateau, on a le plaisir d'accueillir Daniel Favre, qui a reçu donc le mérite sportif glandois en individuel pour la catégorie masculine. Bienvenue Daniel Favre. Merci. Alors, on découvre qu'effectivement, vous ne faites pas de tennis, de natation, d'équitation. Votre sport, c'est le buggy. Voilà. Et c'est une passion qui est en vous depuis tout petit. Oui. Depuis que je suis tout petit, je suis mon papa qui faisait les courses, lui. J'avais à peine 2 mois, j'étais déjà sur le terrain de course, quoi. Donc c'est votre papa, en fait, qui vous a transmis le virus. Exactement. Donc vous avez reçu des voitures télécommandées dès votre plus jeune âge. Oui, j'en avais tout plein, une tonne. On a tous joué, évidemment, avec des voitures télécommandées, mais là, on passe évidemment à un stade un peu supérieur. Exactement. Tout est important, j'imagine. On voit que c'est vraiment du c'est détail. des bijoux de technologie, ces voitures-là. Franchement, c'est assez impressionnant ce qu'elles sont capables de faire. Par exemple, si je devais noter juste par exemple le rapport poids-puissance, c'est plus élevé qu'une Formule 1. Okay. Donc ça rigole pas, non? Ouais. C'est des petits moteurs thermiques qui sont cachés là-dessous. Oui, qui développent une puissance de plus de 2 chevaux, entre 2 et 3 chevaux, 3,5 cm3. C'est aussi de la mécanique de précision quand on doit préparer une voiture. C'est extrêmement difficile de la régler. Moi, je m'en occupe pas du tout de tout ce qui est réglage, c'est justement mon papa, mais c'est extrêmement difficile. Vous avez déclaré dans une interview que vous ne vous entraîniez pas spécialement. Finalement, est-ce qu'on peut parler d'entraînement? On prend la voiture, on essaie simplement d'aller le plus vite possible. Ça dépend. Avec par elle. exemple, quand je dis que je m'entraîne pas, c'est que je vais pas à la piste de Gland qui est juste à côté pour faire des tours sur la piste un peu tout seul, parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on progresse. C'est avec dans les manches, justement, les manches par exemple amicales, on peut en profiter. C'est en ayant des autres pilotes à côté de nous pour qu'on puisse progresser, avoir un point de repère, se dépasser justement. Quand même la dextérité qu'on doit développer avec la télécommande. Après, évidemment, tout l'aspect réglage technique, tout ça, c'est quand même quelque chose qui s'apprend et qui se fait avec les années. Faut croire que j'avais ça dans le sang, justement. Gérald Crotteny, on serait incapable de s'amuser avec cela sans l'envoyer 4 fois dans le mur. Mais à part cela, pourquoi honorer des sportifs au niveau local, au niveau communal ? Alors, tout d'abord, félicitations à Daniel Favre, bien sûr, pour son résultat. Je dois dire, il a employé d'ailleurs tout à l'heure dans sa présentation un mot que je trouve intéressant, c'est le mot progresser. Ça veut dire que le sport, c'est bien sûr du plaisir personnel, de l'investissement personnel, mais c'est aussi une manière de pouvoir se dépasser, d'aller plus loin, de se former. Et je pense que c'est une école de la vie qui est absolument intéressante et qu'il faut promouvoir. La santé, ce n'est pas juste des muscles, la santé,
sportivité, c'est aussi du mental. Et à ce niveau, pour une ville, le fait de savoir finalement que des sportifs sont ici, que les gens pratiquent le sport est une chose importante. Et puis, de dire aussi peut-être que tout simplement Gland a fait des efforts particuliers concernant les équipements sportifs, qui sont en général bien reconnus, et que pour la prochaine législature, c'est effectivement aussi un secteur que l'on a envie de pouvoir continuer de développer. Ça veut dire qu'on va continuer à honorer notamment chaque année un sportif méritant, des sportifs méritants. Exactement. Ouais. Daniel Favre, on a été récompensé. Quand on a été récompensé comme cela par sa commune, déjà, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Je suis extrêmement heureux, tout simplement. Enfin, je ne m'attendais vraiment pas à avoir le mérite sportif entre guillemets, pour ça, quoi. Enfin, quand même, il faut le faire. Oui, mais... Enfin, j'ai dit, à côté de moi, il y avait du champion du monde, quoi, par exemple. Enfin, de la qualification pour le championnat du monde. Et puis, étant donné que ce n'est pas un sport extrêmement connu, tout simplement, je ne pensais pas l'avoir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Continuer à faire des compétitions, justement Étant donné que je monte d'une catégorie, tout simplement. Je suis dans une catégorie qu'on appelle les experts maintenant. Donc, c'est exactement les mêmes pistes, les mêmes endroits, les mêmes week-ends qu'avant. Ça va tout simplement plus vite. Et puis j'ai également décroché ma place pour le championnat européen. Donc je vais aller au Portugal en mois de juin. Champion du monde un jour, peut-être ? Peut-être. On vous le souhaite. Bonne chance, Daniel Favre, et merci d'être venu sur ce plateau avec cette voiture qui vous permet justement de réaliser tous ces exploits. Puis la coupe, on va quand même la mentionner, la coupe de champion suisse. Merci Daniel Favre, merci Gérald Cretegny d'être venu sur ce plateau. Et sans transition, on passe du buggy aux échecs, puisque le Cercle d'échecs de Nyon fête ses 100 ans cette année. Et pour fêter ce jubilé, la finale du championnat suisse se déroulera à Nyon, enfin plus précisément à Genolier, car il fallait bien trouver une salle disponible pendant le festival Vision du réel. Pour en parler, Pierre-Yves Jacquet, le président du Cercle d'échecs de Nyon, bienvenue. Et puis David Lujon, le secrétaire du Cercle d'échecs de Nyon. Allez, samedi, on aura les meilleures équipes de Suisse qui seront présentes dans la région. Exactement, les 8 meilleures équipes suisses dans cette compétition qui est à peu près l'équivalent d'un championnat de Ligue nationale A dans tout autre sport d'équipe. On appelle ça Première Ligue fédérale. Ouais. Alors, c'est la finale, donc on connaîtra le champion à l'issue de cette compétition. Et ça va être chaud, hein, ça va se jouer entre deux équipes. Bon, il y a quand même un gros favori, c'est Gonsen, qui provient de Suisse orientale, à l'autre extrémité de la Suisse. Et puis Berne est juste derrière, mais ne joue pas Gonsen. Donc ils seront là, ils essayeront évidemment de gagner leur match, en espérant un faux pas de leur adversaire direct. Comment ça se passe, un match, justement ? Un match, ça se passe ainsi. Il y a 8 échiquiers, donc 8 joueurs par équipe. En tout cas, en Ligue nationale A, dans les plus petites ligues, il y en a moins. Et les 8 jouent en même temps contre leur adversaire direct. Bien évidemment, on doit regarder ce qui se passe dans les autres échiquiers. Par exemple, si j'ai une partie, parce qu'on peut faire nul, une partie nulle, un match nul avec son adversaire, ce que l'on peut tout à fait accepter en tournoi individuel, mais si mon camarade est en train de perdre, lui, sa partie à côté, je vais devoir ce qu'on appelle forcer le gain, jouer complètement autrement qu'individuellement. Donc c'est vraiment un sport d'équipe à ce titre-là. Donc il y a les 8 parties qui se déroulent en même temps, en fait. En même temps, ouais. Comment on fait pour jeter un coup d'œil à gauche, à droite c'est tout à fait libre. On peut se balader entre les échiquiers, aller regarder. On n'a pas le droit de parler de la position, évidemment, avec un de nos coéquipiers. On va pas lui donner un conseil. Ça, alors c'est clair que non. Et par contre, il y a un capitaine qui peut donner, lui, l'instruction de calmer son jeu ou au contraire de prendre des risques et qui doit un petit peu gérer le tout. Alors, on a parlé de la lutte pour la première place. Mais Nyon, votre club, Pierre-Yves Jacquet, va essayer d'accrocher la 3e place du championnat ? Alors, on va essayer, oui, parce que l'année passée, on jouait pour le gain. Ça a été... on a perdu, on est arrivé 2e. Cette année, on va jouer pour la 3e place. Donc, ce qui est pas mal pour un club. Finalement, on est un des rares clubs romans à jouer à ce niveau-là. Qui joue aux échecs, finalement, dans un club ? Alors, ça va de 5-6 ans jusqu'à tard. Il y a des joueurs de plus de 80 ans qui jouent encore très, très bien.
Donc nous, on essaye surtout maintenant de faire la promotion auprès des enfants, avec dans les écoles aussi, on essaye d'essayer de promouvoir en fait le jeu d'échecs, hein, parce qu'on sait que ça favorise la concentration, la mémorisation, structure spatiale. Les enfants ont des acquis avec les échecs qu'ils ne peuvent pas avoir dans un autre sport. Mais ça reste un sport qui nécessite aussi d'avoir une bonne condition physique. Donc on les pousse aussi à faire d'autres activités sportives. Mais ça reste quelque chose qui peut être pratiqué avec des enfants de 5-6 ans qui parfois sont très forts et qui peuvent battre largement des adultes. Il y a des grands maîtres déjà donc, au plus haut niveau international à 12-13 ans. La concentration, la patience, l'anticipation, c'est un peu finalement les points forts que doit avoir un joueur d'échecs. Oui, pas se précipiter, avoir un petit peu cette intégration du temps aussi, parce que les jeunes ont tendance à jouer très vite, donc à faire des erreurs. Donc ils apprennent un tout petit peu à temporiser leur tempérament un tout petit peu. Donc c'est aussi pas mal. Et la concentration pour l'école, c'est extrêmement favorable, puisqu'ils peuvent après, sur des travaux écrits, être plus concentrés, donc faire probablement moins d'erreurs. Bon, je dirais que les règles de base, finalement, tout le monde les connaît plus ou moins. Mais après, voilà, il y a des petites subtilités, il y a des choses qui s'apprennent à force de jouer, évidemment. Oui, c'est ça, les règles sont faites extrêmement simples. Hein, c'est relativement facilement intégré rapidement. C'est comment dire... la tactique aussi, quelque part. Les combinaisons sont tellement multiples, rien que pour les premiers coups, il y a des millions de possibilités. Le premier coup, en fait, il y en a déjà 400 entre blanc et noir. Donc, heureusement, il y en a toute une partie qui sont mauvais, donc il n'y a pas besoin de les intégrer, ceux-là. Mais par contre, il y a de la mémorisation, de la tactique, effectivement. Bon, donc je ne m'aventurerai pas à entamer une partie avec vous ici. Ce qu'on retiendra, donc, c'est que ça se passe samedi à Genolier. Ça débute à 14h. C'est juste. Exact. Ça dure combien de temps finalement? Parce que c'est vrai qu'on dit qu'une partie peut durer des heures et des heures. Alors il y a toutes sortes de compétitions. Ça, c'est la partie lente, c'est la plus intéressante. C'est-à-dire que ça va durer l'après-midi. Généralement, les premiers échiquiers à se terminer, c'est entre 5h30 à 6h. Donc à partir de 14h, bien sûr. Et puis à 20h, on connaîtra le champion. Et l'entrée est libre, évidemment, pour venir assister à cette manifestation. Merci, messieurs, d'être venus nous parler donc, de cette finale du championnat suisse d'échecs organisé par le Cercle d'échecs de Nyon. Et tout roule pour le Nyon Rugby Club qui enchaîne les victoires. 3 victoires depuis le début de l'année. On a donc 2 hommes heureux sur ce plateau. Philippe Karst, le manager de cette équipe, et puis Cyril Lin, joueur du Nyon Rugby Club. Quand je dis que tout roule, c'est le cas de le dire. 3 victoires en 3 matchs depuis début 2016. Une belle une belle reprise de saison, on n'a pas à se plaindre. Le plus dur arrive maintenant. C'est ça on va essayer de ne pas s'enflammer jusqu'à la fin au mois de juin. C'est quoi le plus dur alors? Le plus dur, c'est d'arriver à ce qu'on n'arrive pas à faire depuis 8 ans, à ramener cette fameuse compagnon. Donc on ne va pas essayer de ne pas s'enflammer et puis de continuer comme on le fait maintenant. Cyril Lin, comment vous expliquez ce début de saison, cette reprise sur les chapeaux de roue de l'équipe? On a eu une bonne préparation avec la trêve qu'il y a eu pendant 3 mois. Tous les joueurs ont répondu présents. Donc du coup, ça fait que sur les résultats, ça a permis de... Tout le monde était prêt physiquement, donc ça a permis d'enchaîner. Il y a eu le match de coupe en plus, qu'on a gagné le quart de finale, donc ça fait 4 victoires, assez large, donc c'est bien pour la suite. Maintenant, on a un mois de repos, donc il faut faire attention de ne pas justement se relâcher. Ouais. Et aller jusqu'au bout. Un mois de repos parce que le prochain match sera le 23 avril. Comment on gère tout d'un coup ce break d'un mois là au milieu? Difficilement. C'est pas un cadeau de la fédération de nous faire des breaks d'un mois. On le gère en essayant de maintenir l'assiduité aux entraînements, d'organiser des matchs éventuellement avec d'autres équipes et puis de maintenir un peu la pression jusqu'au 23 avril.
pour que personne se relâche trop, ni physiquement, ni mentalement. Alors pendant la pause, il y aura quand même des joueurs engagés. C'est votre cas, Cyril. Vous allez partir avec l'équipe de Suisse. 2 matchs sont au programme. Suisse-Malte le 9 avril à Zurich. Et puis un match ensuite le 16 avril en Croatie. Vous ferez partie de l'expédition. Vous en serez même le capitaine, normalement. Normalement. À quoi s'attendre pour ces 2 matchs? On vise un titre de champion d'Europe de notre niveau. Donc on est premier avec un point d'avance sur la République tchèque. On a 2 matchs à gagner et voilà, donc on a beaucoup d'ambition. C'est un groupe, on est ensemble depuis 4 ans à peu près, donc on se les premiers en interne. Maintenant on va voir ce qu'on peut faire. On en avait déjà parlé quand vous étiez venu sur ce plateau pendant la Coupe du Monde. On parle beaucoup évidemment de ces grandes équipes. Au niveau européen, on les connaît. C'est, on va dire, les 6, le tournoi des 6 nations. Plus Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, ces quelques équipes-là. Comment est-ce qu'on arrive à exister en tant qu'équipe nationale là au milieu? La réponse des 2 m'intéresse. Après, il faut relativiser les niveaux. Je veux dire, on existe à notre niveau à nous, on sait de quoi on est capable. Faut grandir étape par étape et ça part des enfants aux plus jeunes et pour justement les amener au rugby. Et après, ça se développe comme ça, mais il ne faut pas se croire au-dessus des autres comme tout le monde peut le penser. On est à notre 4e division pour le rugby suisse et je pense que ça peut exister parce qu'il y a un avenir avec les jeunes et moins de 20 qui sont déjà champions d'Europe. Donc je pense que ça peut grandir encore. Et puis nous, si on gagne ce titre, on peut encore... on va monter de division, donc on sera en groupe C, on sera 2 divisions du tournoi des 6 nations, de l'équipe de France et tout ça. Donc pourquoi pas dans l'avenir faire exister la Suisse. Vous y croyez-vous, Philippe Karst? La progression, oui. Faut y croire, parce que sinon ça ne sert à rien. Sinon on arrête. Sinon on arrête. Non, ce que dit Cyril est juste, il faut se mettre à son juste milieu et à son juste niveau. C'est pas évident pour le rugby suisse, parce qu'ils n'ont pas de moyens, comme un peu tous les clubs par rapport à d'autres nations. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Il y a des facilités pour faire jouer aussi, alors, je ne sais pas si c'est une chose qui est bonne ou pas, des joueurs qui ont des affiliations, enfin c'est un peu compliqué, mais avec la Suisse, qui viennent de l'étranger. Mais si l'équipe nationale grimpe, ça va faire monter le niveau de toute façon au niveau du rugby suisse, puis créer des vocations, notamment chez les jeunes. Bien, merci messieurs. Donc rendez-vous en ce qui concerne Nyon, le 23 avril pour le prochain match. C'est à Colovray, comme d'habitude. Et puis les gens peuvent venir vous voir. Avec plaisir. C'est un samedi, exceptionnellement. Et le 30 avril contre Plan-les-Ouates, qui est le premier. Donc là, ça va être un peu le combat des chefs. Avec le retour des beaux jours, c'est évidemment l'occasion d'aller voir évoluer le Nyon Rugby Club à Colovray. Merci messieurs d'être venus donc sur ce plateau. On va enchaîner avec du football. Et le Stade Lyonnais, ça va un petit peu moins bien au niveau des résultats. Stéphane Guay, le directeur sportif du Stade Lyonnais, est là pour en parler. Et puis Tony Pagliaria, qui est président de l'association Sport is Peace. On évoquera avec vous également tout à l'heure cette association. La semaine dernière, vous avez perdu ce match contre Könitz qu'il ne fallait pas perdre. Exactement. D'ailleurs, je voulais d'abord féliciter le rugby parce qu'on est fiers d'avoir une belle équipe de rugby à Nyon et on les voit s'entraîner, ils s'entraînent dur. Donc bravo, ils méritent d'être où ils en sont. Vous aussi, vous vous entraînez dur. Oui, mais ils ont vraiment un chapeau, quoi. On les voit et c'est vraiment difficile. C'est pas un sport facile. Alors, on a lancé le challenge, une mi-temps rugby, une mi-temps foot. Oui. Voilà. Donc pour parler vous nous prévenez, on viendra arbitrer. Pour parler du résultat, c'est clair, c'était le match à pas perdre. Mais quand vous êtes sur deux matchs de suite gagnés, il y a un petit excès de confiance. On s'y attendait un petit peu. Könitz, c'est une équipe en plus qui a de l'expérience. Donc c'est clair que pour nous, c'est une défaite qui est dure, surtout de perdre à la 88e. Ça fait mal. Et on a 2 grosses occasions. Voilà, on a un manque de réalisme depuis le début de la saison, à part à Tügen, où vraiment là, on a vu que l'efficacité, quand elle est là, on gagne les matchs. Mais c'est très serré, c'est vraiment une poule difficile. Ouais, c'est serré, vous l'avez dit, vous n'avez que 2 points d'avance sur le premier relégable. Ça vous inquiète? Oui, un petit peu quand même, bien sûr. Heureusement, hier, Brighton Rail a perdu en match en retard. Mais c'est clair que vous perdez un match, vous êtes dernier, relégable. Vous gagnez 2 matchs, vous pouvez être 5e, 6e du classement. Donc voilà, ça va être une année. On sait qu'il faut arriver à 32, 34 points, en tout cas, pour être sauvé. On a beaucoup de nouveaux joueurs, donc l'amalgame, il ne se fait pas comme ça, ça c'est clair.
Et puis, ma foi, on a dû jouer sur des terrains aussi pas évidents. Là, on doit aussi faire attention avec la Youth League. On doit aller jouer à Terre Sainte un match. Ça nous aide pas non plus, hein, c'est clair. Mais bon, ma foi, ça sera comme ça. On sait jusqu'au bout. Alors, ce match contre Königs, il a été marqué par une action qui a eu lieu. On va le voir avec ce T-shirt que les joueurs portaient avant le coup d'envoi du match. Action de soutien à Michel Platini. Ce slogan, on le découvre, hein, tous ensemble avec Michel Platini. Alors, Stéphane, déjà, pourquoi le Stade Lyonnais apporte de cette manière-là son soutien à Michel Platini ? Bah écoutez, pour nous, Michel Platini, c'est comme Serge Blanco au rugby. Voilà, on se mobilise pour quelqu'un qui est déjà dans la région, qui fait beaucoup pour le foot. C'est quelqu'un, je pense qu'il doit être là, il doit être présent. Il a apporté énormément dans le monde du foot. C'est notre enfance et nous, on est derrière lui parce qu'on n'a aucun doute sur son intégrité. Et malgré justement toutes les affaires qui le touchent directement, est-ce qu'on n'avait pas peur que finalement il y ait un amalgame, que les gens se disent mais qu'est-ce que le Stade Lyonnais va soutenir quelqu'un qui est un peu mal en point? On a déjà eu ces remarques-là. Nous, on le soutient sportivement. C'est moralement, je vous dis, c'est un peu notre patron, si on veut, aussi à Nyon. C'est l'UEFA qui gère les terrains. Mais voilà, nous, on veut le faire parce que c'est une démarche vraiment morale pour lui. Tout le monde parle partout de Platini, c'est pas normal, etc. Donc, nous, on a décidé de faire quelque chose pour lui. Après, on ne rentre pas dans la politique, on ne rentre pas dans le jugement. Ma foi, s'il est jugé, il est jugé. Mais je pense qu'il est intègre. S'il est encore là, c'est qu'il sait pourquoi il l'est. Et nous, on veut l'aider au niveau du club. Voilà, purement. C'est une action qui a été menée conjointement donc, avec l'association Sport is Peace. Tony Pagliara, vous êtes le président de cette association. Un mot quand même justement sur Sport is Peace. Quel est le but, l'objectif de cette association? L'objectif de l'association est de simplement promouvoir la paix à travers le sport. Le football est un des sports, ça peut être le rugby. Du reste, on a les rugby clubs Servette, pour ne pas les nommer, qui ont participé à une campagne de bracelets pour soutenir l'association. Donc voilà, en 2 mots, l'association, simplement, elle est là pour essayer de promouvoir la paix à travers le sport. Et pourquoi vous êtes associé au Stade Lyonnais, en l'occurrence, pour ce slogan? Parce que Stéphane est un ami d'enfance d'abord. Ensuite, il me parle du projet. Moi, Michel Platini, pour moi, on va le mettre peut-être. Ça représente avant tout le meilleur numéro 10 avec la Juve. Donc j'ai dit, OK, on fonce tout de suite. Ouais. D'autres actions sont prévues, alors pas forcément pour Michel Platini, mais est-ce que d'autres actions sont prévues avec le Stade Lyonnais, par exemple? Entre autres, on est sur 1 ou 2 projets en cours. Avec plaisir, on viendra vous en parler une fois que ce sera un stade un peu plus avancé, pour ne pas donner la langue au chat, on va dire. Ouais. On a fait de bracelets aussi, pour les juniors. On va quand même vous offrir un bracelet du Stade Lyonnais, parce qu'il n'y a pas de raison. On le donne aux rugbymen ou bien par exemple. Je le fais suivre. Voilà. Pour les juniors, on a fait des bracelets. Mais bon, à la base, c'était quand même d'être tous ensemble aux côtés de Michel Platini. Voilà, donc ça tombait bien, ce slogan aussi. On ne l'a pas choisi pour rien. Et là, c'est le club. Vraiment, on est tous ensemble pour lui. Eh bien, merci messieurs. On rappellera quand même que le prochain match, c'est samedi déjà, contre la 2 de Sion. Ouais. Donc tout ça à Colovray. Il y a du sport, vous le voyez, du côté du centre sportif de Colovray, que ce soit du football ou du rugby. Merci à vous tous d'être venus en parler sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Et pour conclure cette édition, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un champion de bodybuilding, Nicolas Vuillot. Bienvenue sur notre plateau. Alors, vous revenez de Columbus aux États-Unis. Vous avez donc remporté le plus grand concours amateur mondial. Quelle expérience? C'était la première fois déjà que j'allais aux États-Unis, donc c'était vraiment important pour moi d'y aller.
Et puis, effectivement, c'était vraiment une très grosse compétition. Donc, c'était vraiment c'est un super souvenir en tout cas. C'est le plus grand concours amateur mondial. Ce n'est pas le championnat du monde, mais ça reste quand même une compétition de référence. Voilà, en fait, il y a un championnat du monde officiel, mais disons que ce concours-là, il est indépendant de celui-là. Ça reste par contre un concours international qui est, je pense, le plus médiatisé au niveau mondial. Amateur, on l'a dit. Ouais. Et maintenant, votre désir, c'est de passer pro? Alors en fait, grâce à la victoire là-bas, j'ai pu obtenir le statut de professionnel. Donc normalement, je pense l'année prochaine, voire fin de cette année, je vais essayer de faire ma première compétition professionnelle. Qu'est-ce que ça implique pour vous, dans votre vie de tous les jours? Concrètement, la différence entre un amateur et un professionnel, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est simplement une question d'argent en fait. Après, c'est vrai qu'on a plus de visibilité en tant que professionnel, on intéresse forcément plus les sponsors. Donc c'est surtout, je dirais, d'un point de vue financier qu'on est plus attractif. Voilà. Est-ce qu'on arrive à en vivre en Suisse quand même? Absolument pas. Voilà. En fait, même je dirais au niveau mondial, les meilleurs bodybuilders, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à en vivre. Je dirais peut-être le top 5, top 6 peut vraiment en vivre, mais ça reste vraiment le revenu vient en fait du sponsoring. Ça veut dire qu'il faut évidemment travailler à côté. Absolument. Et puis s'entraîner sur son temps libre. Voilà, c'est ça. Combien d'heures par semaine? Ça dépend après les périodes, mais c'est vrai que les périodes de concours, on peut aller à la salle déjà 2 à 3 fois par jour. Donc, c'est quoi, matin, midi et soir? Ouais, grosso modo, ça fait ça. Ouais. Ça laisse du temps pour justement travailler, être efficace au travail. Votre patron, faut pas qu'il nous écoute. Disons que j'ai la chance, je travaille à 50%. Après, j'ai la chance d'avoir quelques sponsors qui m'aident financièrement. J'ai aussi ma famille qui m'aide. Mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué, surtout en Suisse. L'objectif à terme, là, en évoluant maintenant dans ce monde professionnel, quel est-il pour vous? Moi, mon but, c'est surtout, déjà avant tout, sur le plan sportif, c'est d'être compétitif maintenant chez les professionnels. Et puis après, plus tard, c'est de pouvoir vivre de ça vraiment concrètement. Voilà. Ouais. Mais vous pensez y arriver, puisque vous dites que c'est compliqué quand même pour tout le monde. Absolument. Moi, c'est compliqué, mais moi, je crois en ce que je fais. J'ai des gens les gens avec qui je travaille croient aussi en moi, ils croient au projet qu'on a construit ensemble. Donc, je pense que je suis persuadé que je vais y arriver. Est-ce que cette image, finalement, un peu écornée parfois des bodybuilders, elle persiste encore, image de gonflettes et autres, tout cela, ça vous revient régulièrement aux oreilles? Il y a toujours les mêmes clichés. Après, moi, ce que j'essaie de faire à travers ça, c'est aussi de montrer aux gens, de casser justement ces clichés-là. De montrer une image peut-être un peu plus positive, parce que c'est vrai que les clichés qu'on a sont plutôt péjoratifs, c'est sûr. Donc voilà, après ça prend du temps, et puis je pense que dans n'importe quel sport, on a aussi cette problématique où on aura tendance à critiquer aussi sans forcément connaître réellement le sport en question. Voilà, et ça, c'est la coupe donc que vous avez ramenée? Voilà, donc ça c'est la coupe que j'ai ramenée des États-Unis. C'est un peu représentatif de Schwarzenegger, justement, qui est l'ambassadeur en fait de ce concours et puis de ce sport en général. Eh bien, bravo encore Nicolas Vuillou et bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. On va parler culture dans un moment avec Andrea Bras-Lopo qui va accueillir ses invités. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'information sur Nyon Région Télévision. En attendant, notre site internet, ne l'oubliez pas, nrtv.ch ainsi que notre page Facebook. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.